Vous êtes en direct sur les antennes de la télévision nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux élections communales qui se déroulent en ce moment même sur toute l'étendue du territoire national. Et depuis 7 heures, les bureaux de vote sont ouverts. Première partie de cette émission. Nous sommes ensemble pour 1h15 pour animer cette tranche. Je suis avec Hassan Hilal Silla. Et oui, Oumou Touré, tout au long de cette journée électorale, beaucoup d'invités vont se succéder sur ce plateau. Nous allons parler des enjeux de ce scrutin communal avec des éditorialistes et quelques représentants des partis politiques, notamment nos correspondants basés un peu partout dans le pays vont également intervenir dans cette émission, mais aussi sur ce plateau. Nous allons avoir des spécialistes électoraux. Justement, Hassan Hilal Silla, beaucoup d'enjeux autour de ce scrutin, il faut le dire. Le précédent date d'il y a 13 ans, c'était donc en 2005. Cette année, 30 000 candidatures ont été enregistrées avec plus de 1300 listes de partis ou coalitions de partis politiques ainsi que des listes indépendantes. Ce scrutin, il faut le rappeler, mobilise plus de 5 millions d'électeurs aux urnes dans 342 communes urbaines et rurales pour les 5 prochaines années. Oui, durant 5 ans donc, à partir de cette année 2018, les conseils communaux seront renouvelés. Il s'agit aussi de désigner les membres des conseils de quartier et de district, un enjeu de taille. Pour en parler, nous allons recevoir dans un instant 2 éditorialistes. Et voilà, je vous le disais tout à l'heure, nous recevons sur ce plateau Fodetas Silla. Il est directeur de la télévision nationale, éditorialiste, mais aussi auteur du livre « Cette fois, c'est parti ». Et à ses côtés, nous avons Amara Kamara. Il est également directeur, je dirais plutôt rédacteur en chef de la radio nationale, mais aussi éditorialiste. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, les Guinéens sont aux urnes depuis 7 heures au compte des élections communales. 13 années après les dernières joutes, quels sont les enjeux de ce scrutin? Question pour tous les deux, mais aussi, dites-moi, est-ce que vous avez pu vous acquitter de votre devoir citoyen? Bon, moi j'ai voté dans mon district, j'appelle comme ça, parce que moi je vis à Kountia, qui relève de la commune rurale de Mania, dans la préfecture de Koya. Donc moi j'ai voté avant de quitter et venir travailler chez moi ici. Monsieur Silla a également pu s'acquitter de son devoir citoyen? Bien sûr. Bonjour, moi j'ai voté dans mon village à Yimbaya, à l'école primaire qui s'appelle Cedelex. Et je crois que déjà la tâche sur mon doigt indique que je me suis acquitté de mon devoir civique. Très bien, je vous le demandais tout à l'heure. Quels sont les enjeux de ce scrutin? Bon, moi à mon avis, c'est un scrutin à multiples enjeux. Le premier enjeu, c'est que ce scrutin marque le retour aux urnes pour les élections communales. Vous savez, entre 1991 et 2005, la Guinée a organisé 4 élections communales. En 1991, d'abord, c'était le test, il n'y avait pas de parti politique, il y avait des candidatures indépendantes. En 1995, les partis étaient là déjà, ils se sont menés de la danse. Ensuite, en 2002, il y a eu élection communale. Et puis en 2005, finalement, c'est ce que tout le monde retient. Et depuis, ça fait 12 ans qu'on avait rompu avec cette pratique d'élection communale. Donc le premier enjeu, c'est le retour à ces élections communales qui marquent aussi, si vous voulez, l'enracinement de la démocratie à la base. Le deuxième enjeu, c'est un test pour les partis politiques. Vous savez que le paysage politique guinéen a connu une réelle mutation à partir de 2010. À partir de 2010, le pouvoir a changé de camp. Il y a eu la naissance de pas mal d'autres partis politiques. Il y a eu de nouveaux partis politiques dans l'opposition. Donc tous ces gens-là ont besoin aujourd'hui de réaffirmer leur existence sur le terrain parce que la démocratie, c'est d'abord à la base. Et puis, l'autre enjeu, c'est que à partir des résultats
de ces élections communales, il y aura, vous l'avez dit tantôt dans votre introduction, il y aura la désignation des représentants, disons des conseils de quartier et de district. Cela conformément à l'accord politique du 12 octobre 2016. Et puis cela a été entériné par le code électoral révisé. Ensuite, je vais vous dire que c'est la relance de la politique de la décentralisation. Parce que depuis 2010, nous n'avons connu que des délégations spéciales. Pratiquement, même les élus de 2005 qui étaient là n'avaient plus l'unanimité, n'avaient plus... oui, c'est ça l'unanimité. La légalité était certainement là parce que ce n'est pas à eux d'organiser des élections, c'est à l'État d'organiser avec la CENI. Mais eux, ils étaient là, ils n'avaient plus cette unanimité. Je pense légitimité, j'allais dire, il n'y avait plus cette légitimité, surtout que la plupart d'entre des élus avaient été remplacés par des délégations spéciales. Très bien. Des délégations spéciales que certainement les autorités ont dû imposer. Vous vous rappelez que ça a été à la base de discorde entre le pouvoir et l'opposition. Beaucoup de tractations, on l'a vu, bien sûr, dans l'univers politique. Fodetas Sylla, pour vous, quels sont les enjeux de ces élections? Les enjeux de ces élections, c'est d'abord la représentativité de la population à partir des choix de proximité. Vous savez, je l'ai écrit quelque part, nous pouvons faire des nominations un peu éloignées du citoyen, mais lorsqu'il s'agit de ces élections de proximité, nous sommes à un niveau où le peuple met le pied à terre, justement à terre, côte à côte, pour gérer ce qui lui appartient, c'est-à-dire son territoire et tous ses acquis. Et là, ce sont des personnes qui ont la même représentativité que nos références communautaires. Qu'est-ce que j'appelle les références communautaires? Ce sont nos imams, ce sont nos laveurs de corps, ce sont ces femmes qui s'occupent de nos femmes dans le quartier. Oui. Ce sont donc des gens proches de nous, que nous connaissons, que nous avons évalués et qui, au jour le jour, nous ont convaincus qu'ils peuvent nous représenter. Donc ce sont ces personnes qui vont être élues. Mais ce qu'il faut remarquer dans ces élections, c'est que Amara l'a dit, depuis 2005, la Guinée n'avait pas eu l'occasion d'élire ou de réélire ses représentants, c'est-à-dire mandater des personnes qui peuvent parler en leur nom et qui sont proches, choisis par les populations elles-mêmes. Cette fois-ci, je remarque que sur les 29 554 candidatures de liste, nous avons au moins 7055 femmes. Ça déjà, c'est très très important parce que ça veut dire que les femmes viennent au devant de la scène, c'est-à-dire au-delà de toutes les revendications qui en fait étaient des demandes répétées, les femmes prennent leurs responsabilités et viennent au devant de la scène. Parce que vous savez, dans la démocratie, il ne s'agit pas d'attendre qu'on te donne, il s'agit d'aller à la conquête. D'ailleurs, je pense qu'il y a des dispositions de la loi qui confèrent ou qui exigent même aux partis politiques d'avoir une certaine représentativité des femmes au sein de leur liste. Exactement. Ça, mais revenons à ces enjeux. Vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir un changement dans la gouvernance locale ? Tel que c'est écrit dans les textes. Vous savez, ici, je l'ai toujours fait remarquer, nous avons les plus beaux textes de la planète. Si vous fouillez, ce que vous allez trouver écrit en Guinée n'apparaît nulle part ailleurs. C'est dans l'application. C'est dans l'application. Si nous partons maintenant dans une gouvernance locale, est-ce que ce n'est pas un espoir pour que tout ce que nous avons comme loi, comme disposition, puisse être maintenant appliqué? Est-ce que... Non. Dans ce sens... Oui. C'est qu'au niveau des gouvernants, l'on aura décidé nous-mêmes de transférer toutes les capacités au niveau de ce qui est local, c'est-à-dire les représentants des localités telles que prescrites. Ces représentants-là devraient avoir toutes les capacités pour pouvoir d'abord détecter les besoins immédiat des populations, parce qu'ils sont à la base. J'ai dit, la Guinée met le pied à terre, donc c'est à la base, et transférer en ce moment tous les moyens
toutes les capacités pour que ces représentants élus du peuple, choisis par le peuple, au même titre que leurs imams, que les laveurs de corps, que tout ce qu'il y a comme représentativité locale, transférer à ces niveaux la force et la puissance qui, en ce moment où je parle, est campée au niveau de la superstructure qui décide de tout et qui transfère à compte-gouttes. Très bien. Monsieur Amara, on parle de changement. Pour vous, quels peuvent être ces changements-là concrètement? Vous savez, forcément, il y aura du changement dans la gouvernance, dans la mesure où l'État central a décidé volontairement de transférer 22 compétences aux collectivités locales. Et quelles sont ces 22 compétences? Aussi, au moins quelques ces 22 compétences, vous avez d'abord le problème de sécurité. Et vous savez, rien qu'à Conakry, quand les gens sont élus dans nos communes ici, leur problème c'est l'assainissement, leur problème c'est la sécurité. Parce qu'ils n'ont pas à construire, c'est le siège du gouvernement. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la responsabilité, par exemple, de l'assainissement dans les quartiers va quitter alors de l'État, mais dans un sens beaucoup plus délocalisé ou localisé dans les... Mais si ce n'est pas en Guinée, partout dans le monde, en tout cas les pays organisés, vous ne trouverez pas un président de la République, un premier ministre parler d'assainissement. Ah, c'est déjà un changement, ça. Ça, c'est un rôle dévolu aux collectivités à la base. Et les collectivités à la base, ce sont les communes. Ce sont les communes que nous sommes en train de mettre. Et après, vous savez, il y aura les conseils régionaux aussi. Donc, je parlais des 22 compétences qui sont transférées. Parmi les 22 compétences, il y a 14 qui sont transférées aux communes que nous sommes aux mairies qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Et il y a 8 qui vont être délégués aux conseils régionaux. Ces conseils régionaux, si vous prenez Conakry, par exemple, les 5 maires de Conakry, les élus locaux qui vont sortir des élections d'aujourd'hui, se réuniront pour élire un maire central. N'est-ce pas? Dans chaque région, il y aura des élections comme ça et il y aura un conseil régional. Donc, ces compétences liées à la sécurité, liées à l'éducation, liées même à la santé, à l'assainissement, même à l'accès à l'eau potable, tout cela va être transféré, y compris aussi les moyens. Donc, il y aura forcément changement de gouvernance. Ah, ça, il faut le dire, c'est quand même des informations que la population générale n'a forcément pas, parce que ce type de changement-là... Justement, nous sommes là pour que cette population comprenne les enjeux exactement, c'est-à-dire voter aujourd'hui, c'est se donner la capacité de déceler soi-même sa plaie, d'exiger que les médicaments soient là et qu'un bon médecin soit là pour le soigner. Nous sommes justement sur ce plateau pour dire aux populations, parce que j'ai voté tout de suite, je ne trouve pas beaucoup d'engouement, c'est que ceux qui sont à la maison et qui nous regardent maintenant, il faut voter puisque c'est l'État central qui décide de transférer les capacités et la puissance à votre niveau pour que vous puissiez vous-même avoir et les moyens et le personnel et la capacité de soigner vos plaies à la base. Donc il ne faut pas se retenir et dire je ne choisis pas, parce que d'abord c'est anticonstitutionnel, c'est pas citoyen. Un devoir citoyen, il faut pouvoir choisir qui s'occupera demain de notre commune, mais aussi de notre quartier, de notre district. Donc, ce que Amara est en train d'expliquer, c'est que toutes ces compétences qui vont être transférées, je crois que nous pouvons le dire, sans risque de se tromper, que depuis que nous parlons de décentralisation en Guinée, c'est à partir de ce 4 février 2018, avec les résultats qui vont sortir, que nous allons appliquer exactement le contenu de cette décentralisation en transférant les compétences et les capacités vers la base. Quelques mots avant que je ne passe aux candidatures indépendantes. Oui, Amara. Vous savez, la politique de décentralisation n'est pas propre à la Guinée. On est en train d'avancer aujourd'hui vers ce qu'on appelle les gouvernements locaux. Les gouvernements locaux, c'est-à-dire les mairies vont fonctionner comme des gouvernements à part entière. Ils ont leur, si vous voulez, ils ont leur budget, ils ont leur PAI, les plans annuels de développement. Ils vont rechercher eux-mêmes, à travers peut-être les recettes qui vont être mobilisées localement ou à partir de la coopération décentralisée, ils vont rechercher des partenaires pour financer leurs plans. Ça veut dire que ces gens qu'on va mettre en place aujourd'hui auront la lourde tâche d'impulser une dynamique au développement, à nos collectivités. On n'a plus besoin d'attendre du gouvernement quoi que ce soit. En principe,
si le gouvernement transfère les ressources, les compétences, il doit transférer les ressources et c'est à ces gens qu'on met en place aujourd'hui de gérer ces ressources et d'initier, d'innover pour le progrès de nos collectivités. Donc c'est pourquoi il est important de ne pas mettre n'importe qui à la tête de nos communes maintenant, à partir du moment qu'il y a des responsabilités qui vont être majorées, des responsabilités qui sont redéfinies. Et si vous mettez n'importe qui, il va faire n'importe quoi. N'importe quoi. Et puis finalement, vous allez faire du surplace. Puisque vous êtes en train de parler des personnes qui vont être élues ou choisies au sein de ces communes, de ces conseils de quartier et de district, quelle lecture faites-vous des candidatures indépendantes? Alors, je vous donne quelques chiffres. La CENI dit qu'il y a au total 1302 listes de candidatures, dont 1115 listes issues des formations politiques. Alors, c'est la formule de base. Et 107 listes de coalition des partis politiques et 98 listes émanant des candidats indépendants. Vous voyez, dans ces élections, oui. Ce qui est important, c'est pourquoi j'étais venu tout de suite là sur le chiffre des femmes. Et vous êtes venu là où je voulais justement aller, c'est cette liste de candidatures indépendantes. Parce que là, ce sont des citoyens dans leur majorité civique, c'est-à-dire qui se disent « je me sens capable d'impulser l'essor de ma localité ». Et qui, donc, au-delà de toute considération de parti politique, s'engage directement et se présente devant le peuple avec tous les risques pour dire si vous me choisissez avec ma liste, je vais apporter du nouveau. Je crois que nous avons, depuis 1958, nous sommes partis sur le schéma aujourd'hui éculé de l'État providentiel où tout venait d'en haut pour être exécuté à la base. Cette fois, c'est la base qui se lève après avoir observé tout ce parcours historique et qui se dit « je suis capable, choisissez-moi » comme on le ferait dans nos villages à Tabouna là-bas, pour choisir l'imam, pour choisir le laveur de corps, pour choisir notre représentant communautaire qui est chargé de gérer notre vie, la vie de notre épouse, la vie de nos enfants, parce qu'il faut l'élémentariser pour que les gens comprennent. Donc, ces candidatures indépendantes vont apporter beaucoup plus à notre marche démocratique, parce que là, les gens viennent avec des engagements sûrs, ces personnes ont mieux réfléchi, elles ne sont pas cooptées par des partis politiques. Très bien, donc elles viennent et elles vont apporter du sang. Tout de même, une question, Amara. Ne craignez-vous pas qu'il y ait un problème ou une concurrence entre les partis politiques et les candidats, ces listes de candidatures indépendantes dans la gestion? Moi, à mon avis, on aurait dépolitisé même ces élections. Alors, très vite, parce qu'on n'a pas suivi. On aurait vraiment dépolitisé ces élections, puisqu'il s'agit de la vie à la base. Il y a des gens dans les communes là, dans nos quartiers, qui ont la popularité, qui ont la capacité d'innover, de réfléchir, qui n'adhèrent à aucun parti politique. Vous ne voulez plus qu'on puisse confier la gouvernance aux partis politiques? Non, c'est pas que je le monopole aux partis politiques? Non, c'est pas ça. Que le monopole ne soit pas là, qu'on ait confiance aussi, quelqu'un qui ne sort pas d'un parti politique. Parce que quand vous mettez un acteur politique au devant de votre commune, tout son combat d'abord, c'est faire, si vous voulez, la promotion de son parti. Oui. Alors que c'est lui qui vient d'une liste indépendante, son combat, c'est de faire tâche d'huile. Pour que lui, il puisse vraiment dire aux gens, tout n'est pas que politique en Guinée, on peut aller de l'avant sans qu'on ne soit forcément dans les partis politiques. Malheureusement. Je crois que Elal n'a pas compris. Ce que Amara veut dire, c'est qu'il serait très très gênant dans mon village à Tabouna, que le secrétariat général de la Ligue islamique me parachute un imam chez nous pour élire l'imam. On demande aux femmes et aux jeunes filles du village qui ont observé, qui nous ont tous observés, qui disent oui, lui, il peut nous faire prier et nous sommes à ce niveau-là. Très bien, Fodetas. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Encore une fois, je vous remercie pour ces précisions que vous avez apportées. Fodetas Sila, il est directeur de la télévision nationale et il est également éditorialiste, mais auteur du livre Cette fois, c'est parti, paru aux éditions L'Harmattan. Monsieur Amara Kamara, rédacteur en chef à la radio nationale, également éditorialiste. À tous les deux, merci de nous avoir répondu. Merci. Merci et bonne chance à la Guinée.
Et voilà, ces élections tant attendues, nous y sommes enfin. À présent, on s'intéresse à la mobilisation citoyenne autour de ce scrutin pour sa réussite et l'affluence dans les bureaux de vote. Vous vous posez certainement la question de savoir si les électeurs ont massivement répondu à l'invitation du chef de l'État convoquant le corps électoral ce 4 février 2018. Eh bien, nous allons le découvrir tout à l'heure dans ce reportage signé Habib Thiam. De Moudoula, l'une des grandes circonscriptions en jeu pour ce scrutin local de 2018. Dans ce bureau de vote du secteur Rail, par exemple, électeurs et membres du bureau de vote font le mieux pour assurer à la journée le succès escompté. Le scrutin se déroule normalement, seulement quelques complications parce que on n'a pas de l'encre indélébile. Je crois que c'est au niveau de tous les bureaux. On vérifie les cartes dans mon bureau. Le premier assesseur, il regarde. Si c'est écrit la récite 1, il te fait rentrer. Après, tu votes. D'ici que tu reviens, quand on retrouve ton nom, tu signes. Non loin se trouve délocalisé ce bureau de vote. La décision n'est pas sans incidence sur la mobilisation. Pas de quoi entamer l'engagement de toutes les parties prenantes du processus. À la formation, on nous avait dit de identifier nos bureaux de vote, voir si le bureau est sécurisé, si c'est accessible. Maintenant, on est venu face pour là et on a trouvé que c'est une hangar là où il y a des charbons. On a trouvé qu'on ne peut plus voter là-bas. On a orienté à 150 mètres le bureau. Et on a laissé beaucoup de jeunes pour indiquer, on a affiché encore. Bon, les difficultés peut-être, sauf les gens attendent un peu pour venir, sinon les gens viennent, vous-même vous le constatez. Je suis venu faire quand même mon devoir. Votre devoir? Mon devoir, oui. J'espère bien aussi que les résultats aussi vont refléter les résultats du jour. Je passe un peu partout. Là où j'ai passé, j'ai demandé s'il n'y a pas de problème, tout ce qu'on m'a dit et j'ai tout noté. Environ 6 millions d'électeurs sont convoqués dans les urnes au compte de ce scrutin local. Ils auront à choisir entre 30 000 candidats sur toute l'étendue du territoire national. Au nombre des électeurs, plusieurs adultes excités par la longue attente par endroits. On est venu ici depuis 7h30 jusqu'à l'heure là, les gens ne bougent pas au Séral là. Les gens sont trop nombreux, c'est nous ici. Ça ne bouge pas encore, ils ne sont pas rapides là-dedans. À Dixine, la première dame de la République a également joué sa partition tôt ce matin. Elle espère une journée apaisée et démocratique. Vous voyez, dans les rues, tout est calme. Les citoyens sont en train d'accomplir leur devoir. Je viens de faire le mien. J'espère que ça va aller. La campagne s'est très bien déroulée. Vous voyez les membres du directoire de l'Andrea. Ils ont fait une campagne formidable. Tout s'est passé comme ça devrait se passer dans une grande démocratie. Tandis que le vote se poursuit, certains citoyens tentent encore de retirer leur carte d'électeur. Une négligence qui aura certes des répercussions sur le taux de participation. Et voilà, merci donc Habib Thiam pour toutes ces précisions. Oumou Touré, mesdames et messieurs, l'autre interrogation, ce sont les attentes des électeurs qui, on vient de le voir, se sont déplacés massivement pour participer à ces consultations électorales. Autour de cette question, notre reporter Habib Mabinti Laïsouma est allé sur le terrain. Suivez son reportage. Voter, un geste citoyen simple d'une grande renommée. Dans les 5 communes de Conakry, ils sont nombreux à sortir se prononcer sur le choix de leurs futurs élus. Devant les bureaux de vote, les citoyens sont confiants et heureux. Pour eux, les enjeux de cette élection sont importants. Je suis venu voter pour le candidat de mon choix pour que le changement ait lieu. Ici à Matoto, les rues sont sales, il n'y a pas d'eau et de route, les embouteillages sont interminables. Parfois, nos enfants sont même en danger. Il y a beaucoup de choses que notre maire doit faire pour nous là.
Par exemple, des terrains de football, des écoles, il y a beaucoup de choses. Par exemple, des tas de ordures qui se trouvent sur les rues. Ils vont faire en sorte que des camions viennent chaque matin pour prendre des ordures et partir amener ça là où on va déposer les déchets. Au cas où mon candidat sera plébiscité ce matin, il y a par exemple l'insalubrité qui bat son plein dans la commune de Dixine. Je voudrais qu'il s'en occupe vraiment pour nous assainir complètement cette commune pour que nous puissions vivre, qu'il y ait la santé pour des citoyens. En plus, nous manquons d'infrastructures. Nous n'avons pas d'infrastructures sanitaires, nous n'avons pas des infrastructures éducatives. Donc tout ça là, nous allons solliciter ça au niveau des nouveaux maires. L'assainissement et les infrastructures, mais aussi et surtout l'emploi jeune. Un défi pour réduire les flux migratoires. Il faut qu'ils s'occupent des jeunes, les sensibiliser pour ne pas qu'ils aillent ailleurs. Mais tout ça là, c'est le boulot, c'est le manque du boulot. S'ils aident les jeunes à travailler, là, je crois bien que les jeunes ne vont pas s'aventurer. Celui qui sera élu devra aider les jeunes à travailler. Plusieurs jeunes sont partis en Europe par la mer. Certains sont décédés, d'autres sont blessés. Cette situation nous inquiète beaucoup. Nous nous attendons à des projets. À Conakry, les citoyens des 5 communes suivent de près le processus électoral. Après le verdict des urnes, ils comptent accompagner les nouveaux élus à faire face aux défis du moment. À présent, place au débat politique. Nous avons avec nous sur ce plateau, vous les voyez déjà, des représentants des partis politiques qui sont déjà installés ici. Bonsoir, monsieur. Alors, je rappelle que les représentants des partis politiques, nous avons Diéné Moussa Traoré, représentant du RPG Arc-en-Ciel, Alpha Boubacar Ba, représentant de l'UFDG, Abdul Kader Makanera, représentant de l'UFR, et Mohamed Kamara, qui est analyste juridique. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, avant de vous poser des questions, je vais vous demander d'abord, est-ce que vous avez voté ? Oui, effectivement, j'ai voté, voilà la preuve. Et vous ? À 11h20. Oui, j'ai voté également, et voilà la preuve, et 9h. Oui, j'ai également voté à 8h42 à Lambagny. Et vous, monsieur ? Évidemment, depuis 7h30, j'étais déjà devant mon bureau de vote, où je me suis acquitté de mon devoir civique. Parfait. Alors, vous avez donc suivi le reportage de Mabintoulaye Souma tout à l'heure qui parlait des attentes exprimées par les citoyens. Première question, est-ce que vous étiez déjà préparé à répondre à ces attentes? Chez nous, au RPG, évidemment. Depuis l'avènement de notre président, professeur Alpha Condé au pouvoir, nous savons déjà que notre pays, depuis 2003, notre pays n'avait pas connu ces élections, qui est vraiment les élections communales et communautaires. Donc ça fait aujourd'hui techniquement 13 ans. Et beaucoup de jeunes parmi nous qui ne connaissent pas c'est quoi vraiment les élections communales et communautaires. Donc cette élection nous permet vraiment d'avoir d'abord une éducation par rapport au processus électoral. Comment est-ce que vraiment le citoyen à la base peut décider vraiment du sort de son secteur, du sort de sa commune. Parce que c'est ces élections communales qui nous permettent vraiment de savoir qui vraiment nous pouvons apporter notre confiance pour conduire les destinées de notre commune. Même question valable pour monsieur de l'UFDG. Bon, écoutez, lorsqu'on est dans un parti politique, c'est forcément... nous avons forcément une vision, un projet de société à proposer aux populations, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national. Il faut rappeler que les dernières élections communales ont eu lieu le 18 décembre 2005, lorsque le président de la République est arrivé au pouvoir à prêter serment. Le mandat de ces derniers était échu déjà 4 jours auparavant.
Il devait normalement organiser ces élections soit en décembre, soit en janvier, en tout cas au plus vite possible, ce qu'il n'avait pas fait. Il les a remplacés par des délégations spéciales. Et nous avons été dans cette exception. Je ne vais pas rappeler ici les péripéties, la lutte que l'opposition a menée pour avoir ces élections organisées aujourd'hui, depuis 7 ans. Il y a eu des morts, il y a eu beaucoup d'accords, 4 fois des accords avec des dates qui ont été fixées ou projetées. Donc, attendez, s'il vous plaît. Nous y sommes, s'il vous plaît. Nous y sommes, il faut rappeler. Quelles sont vos attentes vraiment parce que les citoyens ont exprimé beaucoup. Les attentes, il y a des candidats qui se sont présentés. Chaque candidat a son projet de société. Nous sommes des représentants des partis politiques ici. Nous avons rencontré des difficultés. Je crois que c'est... moi, je souhaiterais parler de cela et que pour que aujourd'hui, à la fermeture des bureaux de vote, qu'on ne se retrouve pas encore dans des violences post-électorales parce que, comme vous le savez, beaucoup de nombreuses violences dans nos pays en Afrique trouvent leur source dans des élections mal organisées. Et bien sûr, peut-être qu'on va parler de ces difficultés à la fin de l'émission, mais on aimerait bien savoir si... Bien sûr, nos candidats ont des projets de société. Depuis des années, il y a des infrastructures de base qui manquent partout. Et chacun de ces candidats est venu avec son projet de société, bien entendu, pour proposer des voies et moyens pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens. J'ai entendu dire que parfois qu'il fallait dépolitiser ces élections. Moi, je dis non, parce que nous sommes tous des citoyens. Que moi je sois aujourd'hui de l'UFDG, cela ne m'enlève pas mon droit de citoyen. Si je suis candidat et que je crois que je suis capable d'améliorer les conditions de vie de ma localité, on ne peut pas dire qu'on préfère quelqu'un d'autre qui ne s'est pas affiché politiquement, qu'il se présente et que moi, que je n'ai pas le droit parce que je suis de l'UFDG ou de l'URPG ou de l'UFR. Donc je dis encore une fois que les populations ont donc depuis 12 ans la chance de choisir quelqu'un qu'ils connaissent dans leur localité. Il faut qu'ils le choisissent. Moi, je l'ai dit souvent, ce n'est pas une affaire du président Alpha Condé ou du président Selou. Nous allons revenir à vous tout à l'heure, s'il vous plaît. Nous allons revenir à vous, mais en attendant, nous allons aussi savoir ce que M. Makanera a à nous dire. Eh bien, merci. L'opportunité de répondre à cette question, c'est qu'ici, nous sommes des représentants de partis politiques. Le but, l'objectif d'un parti politique, la raison d'être d'un parti politique, si je comprends bien, j'espère, c'est d'arriver au pouvoir. Arriver au pouvoir, pourquoi? Parce qu'on a certainement une vision quand on crée un parti politique, et la vision est souvent basée sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Alors, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le développement. Le développement est non seulement endogène, mais il est surtout local. D'où l'ampleur de ces élections communales d'aujourd'hui, parce qu'il est presque impossible d'accomplir quoi que ce soit au niveau développemental, étant reconnu que le développement n'est possible qu'à la base. Parce que les populations, quand ils se lèvent le matin, ils regardent qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui à manger. Dans les quartiers, ils sont. S'ils doivent s'adresser à l'État, le premier endroit pour aller d'abord, c'est l'endroit qui est le plus proche d'eux. Ça, ce sont n'est-ce pas, les chefs de quartier. S'il y a des problèmes, comme on appelle ça, intercommunautaires, c'est dans les quartiers, dans les communes que ça se gère. On n'avait pas de représentation légitime, n'est-ce pas, dans ces quartiers et communes depuis plus d'une décennie. Ces élections communales représentent une vraie opportunité pour la Guinée, pas seulement pour les candidats ou les partis politiques, mais pour les populations surtout, de faire passer, n'est-ce pas, leur voix, faire leur propre choix, basé sur des gens dont eux, ils croient pouvoir les aider.
Donc, nous sommes particulièrement à l'UFR très confiants, étant donné que notre programme est un programme qui est balisé. Nous prenons presque le même programme depuis toujours et c'est un programme qui chaque jour gagne de l'ampleur et de considération à tous les niveaux. Vous vous rappelez bien que nous avons appelé les intellectuels le 2 novembre dernier à notre siège pour ouvrir notre programme au débat. Les gens sont venus, ils en ont parlé, mais c'était que des appréciations. C'est ce programme-là que nous avons mis à la disposition de nos candidats partout dans le pays. Et ce sont des candidats qui ont le niveau, qui seront, comme on appelle ça, assistés par le parti dans l'accomplissement des missions, n'est-ce pas, qui les sont confiées. Merci beaucoup. Nous allons venir donc à M. Camara, qui est consultant juridique. Donc, nous allons forcément lui poser des questions qui vont dans le sens du droit. Alors, M. Camara, aujourd'hui, quelle lecture faites-vous du déroulement de ces élections? Bon, il faut d'abord saluer le fait que les acteurs se soient entendus pour aller vers ces élections, parce que depuis le 18 décembre 2005, les Guinéens ont quitté les urnes au titre des élections locales. Il y a eu des réformes juridiques. Il est vrai qu'il y a eu des failles juridiques par-ci par-là, que les uns et les autres ont critiquées pour améliorer le process. Mais ce qui est important par-dessus tout, c'est que l'État a accepté de transférer 32 compétences aux collectivités locales sous l'empire de l'ancienne loi, mais sous l'empire de l'actuelle loi portant code des collectivités locales, ça a été subdivisé. On est ramené maintenant à 14 pour les communes urbaines et les communes rurales et 8 domaines de compétences au niveau des régions. Figurez-vous que si on venait à faire suivre de moins tout cela, c'est-à-dire à l'appui de transfert de compétences, l'État va être déchargé. Finalement, le citoyen n'attendra pas d'un ministre qu'il y ait par exemple l'éclairage public, ce qui est du domaine de compétences propres des communes. L'État, le citoyen n'attendra pas. Les collectivités locales auront une certaine autonomie. Exactement. Donc il y a 14 domaines de compétences propres au niveau des communes urbaines et rurales et 8 domaines de compétences, y compris la formation professionnelle, la gestion des hôpitaux préfectoraux et régionaux, etc., etc. Ça va soulager le citoyen à la base avec une approche participative. Maintenant, il y a qu'on est venu avec une sorte de management nouveau au sein de la CENI avec une approche participative qu'il faut saluer, mais pour autant, il y a toujours des failles juridiques. Parce que si vous voyez le taux de participation pour ces élections-là, attendons le soir pour que l'on puisse diviser par exemple le nombre de votants réels par le nombre d'inscrits multiplié par 100 pour trouver le taux d'inscription, pour se rendre compte. Parce que le fichier électoral, par exemple, l'article 203 de la loi électorale actuelle, je la qualifie de loi électorale, pas de code parce qu'il n'y a pas sa partie réglementaire, indique que le fichier de 2015 sert de cadre pour ces élections-là. Ce qui fait qu'il y a au moins 3 générations de primo-votants qui n'ont pas pu être associés à la chose. Finalement, parce que les partis politiques veulent domestiquer tout le monde au niveau des formations politiques. Comment voulez-vous que les partis politiques aient le monopole de présenter exclusivement des candidats aux élections nationales et qu'après, qu'on permette à ces candidats-là également, donc ça fait que même les candidatures indépendantes sont complètement absorbées. Et donc, imaginez un seul instant que tout soit attendu des acteurs politiques. Et c'est l'État qui devrait éviter de plier l'échine, parce qu'un parti politique et une association disposent de l'agrément de la part de l'État. Il n'appartient pas aux partis politiques de s'imposer sur l'État. Maintenant que les pouvoirs publics fassent preuve d'exemplarité, et maintenant que l'heure du bilan va arriver, l'heure de tout, l'enjeu capital d'abord de ces élections communales, c'est quoi? C'est de renouveler les élus locaux, pour ne pas qu'on ait des nommés locaux à coup de délégation spéciale. 2, c'est de permettre l'expérimentation du conseil régional, parce que l'élection des conseils régionaux doit intervenir au maximum 60 jours après l'élection communale. Et l'autre élément non moins important, c'est que le fait d'axer les résultats de l'élection sur 2018, c'est extrêmement capital, pour plusieurs raisons. 1, Justement, nous avons eu à rappeler tout cela dans nos différentes interventions, mais en attendant, nous allons revenir à M. Makanera pour lui demander quelle lecture il fait du déroulement de ces élections, s'il vous plaît.
Depuis ce matin, après avoir voté, avant même de voter, j'ai fait un petit tour, puis je suis venu au bureau de vote où je suis inscrit et j'ai voté. Ensuite de là, j'ai fait le tour, je suis à Ratoma, je suis à Kobaya, donc j'ai fait le tour de la commune de Ratoma, un petit tour vers Matoto, et je suis en contact avec des gens d'ici jusqu'à Kankan, jusqu'en forêt. En général, nous nous félicitons du déroulement n'est-ce pas, des élections jusqu'ici, lié au fait que surtout il n'y a pas eu beaucoup de cas de violence, j'espère, ce qui concerne les informations à mon niveau. Et c'est quelque chose qui est à saluer. Et les anomalies, bien sûr qu'on les a, on les a toujours eues. On est en apprentissage de démocratie, il y a un certain niveau qui est encore tolérable, tant que ça ne compromet pas, n'est-ce pas, le vrai résultat, n'est-ce pas, des élections. Donc je me dis pour l'instant, on est quoi, 16 heures, donc la journée n'est pas encore terminée, mais on ne se plaint pas trop à ce niveau déjà. Monsieur Ba, votre avis sur ces élections? Bien, moi contrairement, on a beaucoup de plaintes déjà. Hier déjà, moi j'étais à Nongotadi, un chef de quartier, il avait un carton de cartes d'électeurs non distribuées qu'il était en train de distribuer à d'autres personnes, bien sûr, en vue pour lui d'aller voter avec. Ah ben ça, ce sont des accusations. Non, ce n'est pas des accusations. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, rien n'est caché maintenant. Et puis, il y a même des vidéos qui circulent où des cartes d'électeurs ont été pris avec des administrateurs territoriaux. Il faut dire que lorsque j'ai voté ce matin, j'ai senti quand même j'ai ressenti une satisfaction d'avoir enfin depuis 12 ans fait cela, parce que j'avais soif de participer au choix de celui qui va gérer mon mariage, mon baptême et autre chose. Mais je dis encore une fois qu'il y a énormément de difficultés. Si vous prenez par exemple entre Hafia et Concasseur, nous avons, là aussi on m'a appelé, je suis allé, il y a un certain Ibrahim Assouri Silla qui s'est dit d'abord trésorier de la CENI. On a vérifié, il est apparu qu'il n'est pas trésorier de la CENI, qui roulait dans une pick-up blanche avec des jeunes qu'il venait imposer dans les bureaux de vote. Il changeait soit les présidents des bureaux de vote, soit les assesseurs. Toutes ces informations sont à vérifier, s'il vous plaît, oui, mais on aimerait juste que vous donniez votre avis par rapport au déroulement de ces élections. Vous m'avez demandé de parler du déroulement, je vous parle du déroulement. C'est mon avis que je suis en train de donner là, madame. Mon avis, et c'est ce que j'ai vécu moi-même. Je dis que ça, l'implication des chefs de quartier pour faire ces élections, je dis que ce n'est pas normal, surtout lorsqu'il faut favoriser un camp. Ce n'est pas normal. Nous avons pris beaucoup de... Oui, bien sûr, bien sûr. Je dis encore une fois... On va donner la parole à M. Traoré, parce que comme vous voyez, nous sommes pris par le temps. Nous sommes à 2 heures. J'ai le plaisir de voir ici 2 membres éminents de la CENI. Je dis que des dispositions peuvent être prises pour que d'ici la fin de ces élections, qu'on n'ait pas plus d'anomalies qui puissent entacher les résultats du scrutin et qui peut engendrer en ce moment des problèmes post-électoraux. Je crois que le message est passé, voilà. Monsieur Traoré. Alors, même question pour vous. Quel est votre avis sur, bien entendu, le déroulement de ces élections? Chez nous, au RPG Arc-en-Ciel, nous avons un sentiment de satisfaction. Concrètement parlant, depuis 6 heures du matin, je suis sur pied avec mes ordres de mission, où j'ai commencé primo à voter dans mon bureau de vote. Et quand j'ai fini, j'ai sillonné du Dixie jusqu'au Palais Sécouturia, où nous avons accompagné le président de la République qui est parti s'acquitter de son devoir civique à Bolbinet. Après, je suis quitté, je suis revenu en notre QG, j'ai déposé les rapports de mes constats sur le processus, et puis je suis reparti encore à Symphonia. Mais sincèrement parlant, il faut d'abord féliciter la population guinéenne, qui a vraiment été très mature
Parce que ce processus, franchement, de Bolobinet jusqu'à Sonfonia, je peux dire que je n'ai pas rencontré d'incident majeur. Et les forces de l'ordre aussi qui sont aussi sur la route ont été responsables. On pourrait dire qu'il y a une certaine maturité politique qui s'installe dans notre pays. Évidemment. Et du côté aussi de la presse, il faut aussi signaler, la presse aussi a été très responsable. Donc bref, moi j'ai un sentiment vraiment de satisfaction. Et je comprends encore que la démocratie s'enracine encore le plus dans notre pays. Donc c'est le moment pour moi de féliciter le président de la République qui s'est toujours battu pour ça, pour que la démocratie reste et demeure la loi dans notre pays. Alors vous allez garder ce micro pour répondre à cette dernière question. Est-ce que concrètement vous êtes prêt à accepter les résultats? Évidemment, nous sommes prêts à accepter le résultat parce que nous savons déjà que le peuple de Guinée, le vaillant peuple de Guinée fait confiance au RPG Arc-en-Ciel et notre candidat passera la main haute. Monsieur Va? Bien sûr, nous allons accepter les résultats si les élections sont transparentes, si les anomalies qu'on constate ne continuent pas. Et nous allons les accepter, mais je vous dis qu'il y a de sérieux problèmes et il ne faut pas les nier, il faut prendre des dispositions pour corriger les problèmes. Je vous dis encore un autre problème. À Sonfonia Gare, tout à l'heure, c'est un certain Kourouma qui se dit membre de la CECI, qui est parti là-bas ramasser tous les PV. Il paraît que les PV ont été envoyés à des adresses non correspondantes. Des bureaux de vote ont reçu des PV qui n'étaient pas pour leur quartier. Il est parti ramasser tous les PV, il est parti avec. Quelqu'un l'a conseillé parce qu'on m'a appelé, je suis allé là, on lui a dit non, c'est le même contenu. En fait, c'est sur l'enveloppe, apparemment, qu'on a noté les mauvais noms de quartier. Mais malheureusement, il est parti avec les PV. Souhaitons que ces PV ne retardent pas là-bas jusqu'à ce qu'on puisse finir les élections sans avoir des PV à disposition pour remplir les résultats. Merci à vous, M. Makanera. Est-ce que vous êtes prêt vraiment à accepter ces résultats? La question, c'est de savoir si nous sommes prêts à accepter les résultats n'est-ce pas, de ces élections. Je dirais que pour l'instant, je vous ai dit qu'il était 16h30, donc c'est un peu prématuré la question. Par contre, ce que je voudrais dire ici, c'est que mon frère dit ici, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur le terrain, mais en tant que responsable n'est-ce pas, de partis politiques, on ne peut pas directement prendre pour argent comptant tout ce qu'on entend et qu'on voit. Nous avons effectivement beaucoup d'éléments d'anomalies à nos dispositions également, notamment sur les réseaux sociaux, que nous sommes en train de vérifier, que je ne vais pas peut-être citer ici. Mais aussi, si nous trouvons des choses qui sont plus ou moins, comme on appelle ça, vérifiées, à notre niveau, nous remontons. Il y a une structure qui est là, dont nous respectons assez pour leur donner ces informations-là, assez qu'ils prennent la CENI, notamment la CENI, qu'ils prennent les dispositions idoines pour, n'est-ce pas, pallier ces problèmes. Si cela, maintenant, n'est pas fait, le parti prendra alors ses responsabilités. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, nous sommes en train de voter encore. Si vous demandez à chaque parti maintenant, les gens chacun peut pointer le doigt quelque part, parce que chacun a son fief. Mais nous attendons que ces informations-là soient vérifiées, n'est-ce pas? Les infos vérifiées, nous les remettons à la CENI. On attend la CENI parce que c'est elle qui est habilitée, n'est-ce pas, à prendre les dispositions. Le dernier mot revient donc à la CENI. Et c'est à ce moment-là maintenant que les décisions, n'est-ce pas, d'accepter ou de ne pas accepter, peut-être se discuteront au niveau des partis. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Camara, vous savez, il y a eu beaucoup de candidatures cette année. Alors, comment se fera le calcul électoral pour composer les conseils communaux juridiquement? Merci beaucoup. D'abord, il faut inviter la population à aller voter parce qu'il y a 5 ans, ils vont attendre pendant 5 ans faire un vote. C'est important. L'année 2018 est capitale parce qu'au-delà des communales, les régionales, il y aura l'élection législative. Après, il y aura aussi l'élection, je vais dire, il y aura ce qu'on appelle le renouvellement par tiers de la Cour constitutionnelle. Donc, ça évite que le pays ne soit sur des échéances électorales en continu. Ça, c'est important. Maintenant, pour le calcul, il faut ce qu'on appelle le mode de scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Comment ça se fait concrètement, le calcul?
À supposer que l'on soit au sein de la RTG, qu'il y ait RTG télévision, radio, RKS et puis site internet. Il y a 4 sièges à occuper. Mais pendant ce temps, il y a 7 à 8 listes de candidatures. Chaque liste va être présentée comme si c'est elle seule qui devrait rafler l'ensemble des 4 postes. Et puis maintenant, on cherche d'abord à utiliser ce qu'on appelle le quotient électoral. On prend le vote réel. Il y a 150 personnes, par exemple, qui ont voté, mais sur les 150, il n'y a que 100 qui ont bien voté. Ce qu'on appelle le suffrage exprimé, le vote propre, débarrassé des bulletins nuls. C'est ce qu'on divise par le nombre de fauteuils à occuper. Ça fait 100, par exemple, divisé par 4, ça donne 25. On vient maintenant au niveau de chaque liste. La liste de la radio nationale, il y a 4 personnes, Amara Kamara, Abakar, ainsi de suite. Toutes les fois, on va interroger. Sur les 100 personnes qui ont voté, combien ont préféré la liste A? S'il y a 27 personnes, on va dire, ah, ça tient bien. Dans les 27, là, il y a combien de fois 25? Une fois, n'est-ce pas? La personne qui est en tête de la liste là-bas va occuper. On vient au niveau de la liste B. Sur les 100 personnes qui ont voté à la RTG, combien ont préféré glisser la liste du parti B? Il y a 52 par exemple. Ah, dans 52, il y a combien de fois 25 le quotient électoral? Il y a 2. Les 2 premières personnes qui sont alignées, on les aligne. Donc, autant de fois que vous avez le quotient électoral, vous avez droit à ce nombre de postes. Maintenant, s'il y a des places qui restent, sans que, comme une liste n'ait le quotient électoral, on bascule maintenant vers ce qu'on appelle le plus fort reste. C'est-à-dire qu'il y a une 4e liste qui n'a pas le nombre de 25, mais qui a par exemple 8. Donc, entre 4 et 8, quel est le chiffre qui se rapproche de 25? C'est bien 8. Donc, il est repêché. Ce qu'on appelle le plus fort reste. Pas le parti politique ou la liste qui est plus forte qui va rester, mais qui détient le résultat du reste le plus élevé après la division. Donc encore une fois, il est important d'inviter les citoyens au vote, au calme, les acteurs à bien documenter, suivant toujours des preuves, parce que ce sont les cours et les tribunaux qui veillent à la régularité du scrutin et à prescrire toute mesure utile au bon déroulement des scrutins, conformément à l'article 2, alinéa 3 de la loi électorale. On ne peut se rendre compte de l'importance de la paix que lorsqu'on l'aura perdu, pour reprendre au fait moyen. Merci beaucoup à vous. Je pense que les téléspectateurs l'ont bien compris. Merci donc pour toutes ces précisions, Mohamed Kamara. Je rappelle que vous êtes consultant juridique. Également sur ce plateau, Djene Moussa Traoré, représentant du RPG Arc-en-Ciel, Alpha Boubacar Ba, représentant de l'UFDG, Abdul Kader Makanera, représentant de l'UFR. Merci à vous tous d'être passés sur ce plateau. Hassan Hilal Silla, la suite du programme, s'il te plaît. Eh oui, Oumou, merci donc pour ces questions et ces éclaircissements avec tous nos invités. Je vais juste rappeler le condensé de tout ce qu'on a eu à faire jusque maintenant. Une très belle émission et nous a suivi partout dans le pays. Je rappelle que nous avons parlé des enjeux du scrutin avec nos invités Fodeta Silla ainsi que Amara Kamara. Nous avons parlé de la gouvernance locale qui va changer à partir de ces élections communales. Nous avons parlé également de la délégation du pouvoir qui va, on l'a décompté, jusqu'à 32, qui va être délégué. Très bien, 14 qui vont être délégués au sein de ces communes et ainsi que les mairies. Les attentes des citoyens, nous les avons vues avec les partis politiques, les attentes sont grandes, on veut du changement, on voudrait qu'il puisse y avoir beaucoup plus de sécurité, qu'on puisse lutter efficacement contre l'insalubrité, mais aussi qu'on puisse garantir la santé pour les citoyens. Avec les représentants également, on est revenu là-dessus, des partis politiques ainsi que notre consultant juridique, on a vu que l'heure est à l'observation. Chacun ici a essayé de déterminer que nous sommes à l'observation. On va voir ce qui va se passer d'ici la fin de la journée. Voici, et aussi j'oubliais, on a noté le fait que on va accepter les résultats si, bien sûr, les élections se passent dans les meilleures conditions. C'était ça. Très bien. Mesdames et messieurs, nous allons revenir à présent sur ce petit reportage avec Makeme Donzo qui nous rappelle les enjeux de ces élections, mais aussi la quintessence par rapport au maire. Comment le maire il est élu, quel va être son statut, quels vont être ses principes, comment tout cela va fonctionner. On le voit avec Makeme Donzo. Le maire est la première autorité d'une commune. Il ou elle porte une double casquette, agent de l'État et agent de la collectivité territoriale.
En Guinée, le maire est élu par le conseil municipal au scrutin secret lors de la première réunion du conseil après les élections locales. L'élu doit remplir certaines fonctions administratives sous l'autorité des administrateurs territoriaux. À la tête de la commune, le maire est officier d'état civil. Dans ses fonctions, le maire est chargé de l'exécution des décisions du conseil municipal et il agit sous contrôle de ce dernier. Il ou elle représente la commune en justice, passe les marchés, signe le contrat, prépare le budget et gère le patrimoine communal. Il est membre du conseil communal au départ. Et comme nous sommes à la proportionnelle pour ces élections locales, ils sont élus à la proportionnelle. Donc, après que le conseil ait été élu, le conseil se retrouve élu en son sein, à travers, donc, ici nous sommes en face du suffrage universel indirect, parce que c'est les élus qui élisent en leur sein leur maire et son adjoint. La proportionnelle, ça permet d'avoir sur une liste beaucoup plus d'élus, n'est-ce pas, de la liste au sein du conseil. Ce qui favorise, comme c'est une élection également au sein du conseil, ce qui favorise donc l'élection sur cette liste du futur maire. Mais ce qui n'est pas gagné, parce que vous savez, au sein d'un conseil, même si vous avez le plus grand nombre de conseillers, il n'est pas sûr que vous ayez le siège de maire, parce que des tractations peuvent se mettre en place et avoir des alliances pour soi, pour faire élire une liste qui n'avait pas au départ la majorité. Le maire exerce donc des compétences déléguées par le conseil municipal et doit lui rendre compte de ses actes. Le mandat du maire est de 5 ans, renouvelable. Qu'est-ce qu'il faut pour être conseiller? Il faut toujours être sur une liste d'un parti politique ou d'une liste indépendante, parce que ça c'est une nouveauté de notre loi électorale. Ressortissant également de la collectivité en question, ne pas être en conflit avec la justice, avoir la nationalité guinéenne et avoir la majorité. À la différence de l'élection présidentielle, le mandat d'un élu local n'est pas limité dans le temps. Il est indéfiniment renouvelable. Le maire est titulaire du pouvoir propre. En matière de police administrative, il est chargé de maintenir l'ordre public, tout comme la sécurité et la salubrité publique définies dans le Code général des collectivités territoriales. Et voilà, de retour sur ce plateau de la journée électorale. Nous allons enchaîner à présent avec les représentants de la Commission électorale nationale indépendante. Et là, laisse-moi te rappeler, avant les représentants, nous allons essayer de joindre nos correspondants dans les différentes régions du pays pour en savoir plus comment s'est vraiment déroulée cette journée électorale. Si c'est prêt avec la réalisation, bien entendu. Pour ces élections communales 2018, la société civile a opté pour... Hello? Je le disais tout à l'heure, nous sommes en direct avec Amadou Touré depuis la région de Nzérékoré. Amadou Touré, bonsoir. Dites-nous quelle est l'ambiance qui prévaut actuellement dans les différents bureaux de vote. Bonsoir Oumou Touré, bonsoir Hassan Hilal Silla. Bonsoir Oumou Touré, bonsoir Hassan Hilal et toute la rédaction. Bonsoir Amadou, bonsoir et depuis Nzérékoré, nous sommes à 16h28 tout à l'heure et j'étais à la CEPI, Alors dites-nous, quelle est l'ambiance en ce moment même dans votre bureau de vote? Oui, il a l'ambiance maintenant. J'étais à la CEPI, la commission électorale préfectorale indépendante, avec sa présidente, Madame Françoise Lama. Et pratiquement tout se passe bien, sauf que il y a deux images ce soir. Le matin, il y avait un engouement, une très forte mobilisation des populations. Et jusqu'à 11h midi,
dans la soirée vers 14h quand je suis passé dans les bureaux de vote de Mamadou Konaté. Pour ceux qui connaissent un peu la ville de Zérékoré, Mamadou Konaté, c'est dans le quartier Momo, et en face de la place des Martyrs, et un peu à l'école primaire au sud, pratiquement. Et je crois que les électeurs avaient fini de voter, et vers 16h pratiquement il n'y avait rien. Donc c'est ainsi que je me suis rendu. Notre équipe s'est rendue, notamment en compagnie de mes amis Moussana Minaketa et Mamadou Paye, le correspondant résident à Zérékoré. Nous nous sommes rendus à la CEPI pour réellement comprendre ce qui se passe à 16h. Et Françoise, la présidente de la CEPI, nous a confié que dans l'ensemble, globalement, tout s'est bien passé, sauf que seul bémol, c'est au niveau de la représentation des partis politiques dans les bureaux de vote. Et elle nous a signalé que dans certains quartiers, il y avait des représentants qui étaient partis, mais qui n'étaient pas reconnus par leur base, les partis politiques auxquels ils étaient venus représenter. En fait, juste après, l'information est remontée à la CEPI et la CEPI a pris ses dispositions et vers 16h, entre 16h et 15h, 16h, je crois que tout était rentré en ordre parce que ici, ça doit être l'un des grands fiefs électoraux. Nous avons 145 238 électeurs avec... Alors, très bien, tu es en train de le dire, Amadou Touré, on a à peu près 145 000 électeurs pour la circonscription, on va dire, de Zérékoré. Alors, on ne sait pas si à Zérékoré, vous l'aviez dit, ça se passe très bien, dans les meilleures conditions, de l'affluence dans la matinée au Moutouré pour pouvoir voter. Les électeurs sont venus donc en grand nombre pour pouvoir voter. Et par la suite, on a constaté, les gens ont fini de voter, moins d'affluence dans les bureaux de vote, il a dit dans les bandes de 16 heures. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être voir du côté de l'Abbé, de Kindia ou de la Haute-Guinée si un de nos correspondants est en ligne pour nous faire vivre vraiment cette actualité électorale en direct? Nous allons à Dalaba pour essayer de joindre Seydou Diallo. Allô, Seydou Diallo, vous êtes là? Alors, quelques soucis peut-être techniques pour pouvoir joindre notre correspondant envoyé spécial dans la ville de Dalaba. Mais qu'à cela ne tienne, on va peut-être essayer de voir avec Sampiring dans l'Abbé. À l'Abbé, est-ce qu'il est possible de pouvoir joindre Sampiring pour qu'il nous explique ce qu'il a constaté, comment dans les bureaux de vote, le vote a pu se dérouler? Est-ce que les électeurs ont massivement répondu à l'appel du chef de l'État qui a convoqué le corps électoral, on vous l'a dit, pour ce 4 février 2018? Non. Encore quelques soucis techniques. Oumou. Nous allons essayer de les joindre peut-être avant la fin de l'émission, mais en attendant, nous allons partir avec la CENI. Très bien. Je vous le disais tout à l'heure, nous avons quelques représentants de la CENI ici. Il s'agit, à l'occurrence, de Madame Kamara Djenab Touré. Elle est directrice planification, fichier électoral de la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce exact? Oui, bonsoir. Très bien. Et à ses côtés, nous avons M. Pat Dieng, qui n'est plus à présenter, un ami de la presse. Il est directeur département sensibilisation et société civile. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue donc sur ce plateau. Tout de suite, la question qu'on souhaiterait poser à la CENI, qu'est-ce que vous avez constaté pour le moment comme déroulement de ce scrutin sur le terrain? Avez-vous eu des informations? Est-ce que tout se passe bien? Dites-nous. Merci beaucoup, M. Hilal. Il faut se dire que globalement, sur l'ensemble du territoire, le scrutin se déroule très bien. Et nous avons, au niveau de la CENI, mis un centre opérationnel en place qui est aussi décentralisé dans toutes les communes, donc dans les communes rurales et dans les communes urbaines. Il y a un centre opérationnel de commandement
qui a pour rôle de coordonner l'ensemble des opérations électorales, donc le déroulement du scrutin, le suivre, remonter les informations et essayer d'apporter des solutions aux différentes anomalies qui sont souvent remontées ou des informations, même si c'est des rumeurs, les centres opérationnels prennent en compte et font les vérifications pour que tous les acteurs soient rassurés. Donc il y a un centre opérationnel qui est mis en place au niveau de la CENI centrale, dont M. Geng et moi-même nous sommes membres, et donc nous avons suivi tout le déroulement depuis l'ouverture des bureaux de vote de 7 heures jusqu'à maintenant. Nous pouvons dire que globalement, nous sommes satisfaits de ce qui se passe sur le terrain. Très bien. Monsieur Fatih Dieng, vous êtes chargé, comme je le disais tout à l'heure, du département sensibilisation et société civile. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le moment sur le terrain qu'on a pu vous remonter comme information au niveau de votre centre d'écoute? Merci pour cette occasion que vous nous donnez en tant qu'organe de gestion des élections. Il est très difficile d'être dans son salon et se voir passer dans la rue. Oui. Mais il faut se satisfaire quand même de ce qui nous est remonté du terrain. Partout, nous avons un scrutin qui se passe dans la sérénité, dans le calme. Il y a certainement des rumeurs d'imperfection, de certaines anomalies qui sont remontées. Alors, puisque vous êtes en train de parler de rumeurs, nous avons reçu tout à l'heure quelques représentants des partis politiques. Quand même, il y a eu des révélations comme quoi il y aurait certaines anomalies qui sont constatées sur le terrain. Qu'est-ce que la CENI a à répondre par rapport à ces questions? Bien, c'est de ça que vous parlez tout à l'heure, ma collègue Mme Kamara Djenabou Touré. La CENI a mis en place 2 structures extrêmement opérationnelles. Il y a la cellule technique d'action et de suivi, qui est composée de tous les acteurs politiques, de la société civile et de nos partenaires techniques qui sont en train d'évoluer sur l'ensemble du territoire. Et à un niveau supérieur, on a mis en place un centre de commandement opérationnel. Ce centre de commandement opérationnel travaille de tandem avec la cellule technique d'action et de suivi et a ses ramifications avec les démembrements de la CENI au niveau des 38 grandes circonscriptions électorales du pays. Donc, au niveau de la base, nous avons la remontée de toutes les informations qui concernent ce scrutin, surtout ce jour J, puisque vous conviendrez avec moi que, quels que soient les préparatifs que l'on fait, c'est le jour J qui est important. Si tout se passe bien ce jour J-là, ça veut dire que des élections se sont passées dans des conditions idoines. Certes, il y a parfois où on nous dit il y a de l'encre indélébile qui manque, il y a de l'encre sèche qui manque. Il y a des bureaux de vote, par exemple, on dit qui ont ouvert, un peu plus tard à cause du manque de matériel ou à cause de l'absence de certains membres du bureau de vote. Oui. Par endroit, lorsque nous faisons le recoupement des informations, ces informations se sont avérées fausses. Très bien. Mais par contre, il est arrivé que du matériel dit manquant n'a pas été constaté sur le terrain parce que les gens n'ont pas connaissance de ce que c'est que ce matériel. Par exemple, on nous dit qu'il n'y a pas d'enveloppe sécurisée, alors que l'enveloppe sécurisée est dans une enveloppe blanche avec une étiquette tenant de membres de numéro de bureau de vote, de numéro du district, de quartier et du secteur. Lorsqu'on ne prend pas la peine de savoir ce que contient cette enveloppe-là, on nous remonte qu'il n'y a pas d'enveloppe sécurisée. La précipitation un peu dans la Je vous donne un exemple. Oui. Hier, on nous a interpellés pour dire qu'aucune urne n'existe dans Toufria. Alors, ça a fait toller à la CENI. Nous avons interpellé la présidente de la CENI. Elle dit, mais qui vous a donné cette information? Alors, celui qui nous avait remonté l'information, puisqu'on l'a appelé pour dire, est-ce que vous avez reçu les urnes, il a pensé qu'il s'agit d'urnes nouvelles, alors que ce matériel qu'on appelle dans notre jargon le matériel lourd était sur le terrain depuis les élections de 2015. Et il y avait un complément de plus de 25 urnes d'Amfria après dispatching de toutes les urnes existantes dans la localité. Donc si on ne recoupe pas les informations, on va se dire qu'il n'y a pas d'urnes alors que les urnes sont en surnombre à Fria. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, Mme Touré, Mme Kamara, de cette commission de centralisation de tout ce qui est information.
La première question, est-ce que vous avez fait le briefing? Alors, je regarde l'heure, il est 16h, un peu plus passé de 30-40 minutes. Est-ce que vous avez fait le briefing de la journée pour savoir ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des bémols? Dites-nous votre briefing, de quoi est-ce qu'il a été question à mi-journée? Merci beaucoup. Je pense que nous avons fait le briefing, c'est chaque heure que le briefing est fait. Il y a un centre d'appel à la CENI que nous avons communément appelé un centre d'appel électoral qui est le call center, qui quand même est équipé, qui a un numéro sur lequel les gens pouvaient appeler, notamment nos démembrements. Ils remontent les informations et à leur niveau, il y a 2 analystes qui reçoivent les informations, les analysent et fait un recoupement, comme l'a dit monsieur le directeur Patebieng tout à l'heure. Et ensuite, nous avons, comme il l'a dit, le centre de commandement opérationnel qui a aussi des assistants qui reçoivent ces informations. Et de l'autre côté, il y a la cellule technique qui reçoit des informations, où il y a les représentants des candidats, donc des partis politiques qui sont là, qui, quelle que soit l'information, même si nous avons fait le point, il n'y avait pas de manquant. Comme les gens se sont précipités le matin en ne connaissant pas c'est quoi l'enveloppe blanche contenait quoi, il n'y avait pas de manquant de matériel dans les bureaux de vote. Les bureaux de vote étaient en train de fonctionner normalement. Quelques anomalies ont été remontées, comme quand on a pris un monsieur à Farana avec des cartes d'électeurs. Oui. Mais ce que les gens oublient, la loi cette fois-ci, avec la loi révisée, a donné mandat aux commissions de continuer la distribution jusqu'au jour du scrutin. Donc un président de commission, il garde les cartes par dévers. Cela veut dire que ce n'est pas comme les élections présidentielles où on avait l'ancien code, mais que ce nouveau système prévoit que la distribution des cartes d'électeurs peut continuer jusqu'au jour du scrutin. C'est ce qui est dans la loi révisée. Donc les présidents des commissions gardent les cartes jusqu'au jour du scrutin et donne la possibilité à ceux qui n'ont pas pu le faire pendant les 30 jours de venir retirer et d'aller rapidement voter. Donc dès que les gens voient les cartes avec ces commissions, il y a eu un peu de panique à Farana, on pensait que le monsieur se promenait, il voulait vendre les cartes et il voulait les utiliser pour aller frauder sur le terrain. Après vérification, on s'est rendu compte, effectivement, c'est un président de commission. Puisqu'il est resté à distribuer, il n'a pas eu personne, il a préféré prendre les cartes, les enfermer pour partir. Donc il voulait arrêter la distribution, c'est ainsi qu'il a été interpellé. Donc toutes les informations ont été centralisées. Au niveau des plaintes des partis politiques, vous allez m'excuser parce qu'on est pris par le temps, est-ce que vous avez reçu les plaintes des partis politiques ou de ces représentants des candidatures indépendantes sur le déroulement du scrutin? Parce que de façon globale, on a les plaintes qui viennent des citoyens, les plaintes qui viennent de personnes tierces, mais les partis politiques et les candidats indépendants vous ont-ils envoyé des signaux comme quoi il y aurait des dysfonctionnements? Si. Je dirais à Kaloum ce matin, la liste indépendante de Kaloum nous avait interpellé comme quoi il y avait ces délégués qui ont été vidés d'un bureau de vote à Koulouwendi, notamment le bureau 1. Ça a été réglé? Mais ça a été réglé parce que pour les délégués, ils doivent s'immiscer dans le déroulement du scrutin. Mais si vous regardez le code, le délégué observe, prend note de tout ce qui se passe comme déroulement ou comme anomalie, il le constate, il le met dans un rapport. Donc je pense que prochainement, c'est des leçons que nous allons tirer. Nous allons nous intéresser à la formation de ces délégués des candidats qui viennent dans les bureaux de vote parce qu'il y a parfois l'interprétation ou la maîtrise de la loi qui les manque. Ce n'est pas à eux. Donc quand le président du bureau de vote assure la police, s'il leur demande de se taire et de se mettre à leur place, observer et noter, si ce n'est pas fait, le président a l'autorisation de vider la personne de la salle. Mais je pense que la CENI est intervenue avec le centre de commandement à travers la CECI pour que les explications soient données au président et aux délégués pour que les délégués viennent s'asseoir et observent, mais écrivent dans leur rapport pour dire ce qu'ils ont constaté. Il ne doit pas intervenir directement dans le processus. Voilà. Monsieur Patebieng, tout à l'heure, nous allons recevoir quelques représentants des ONG, de la société civile ici, mais vous vous occupez aussi des organisations de la société civile et il y a eu beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place par ces organisations de la société civile pour observer, parce que cette fois-ci, il faut le rappeler, nous n'avons pas besoin des observateurs internationaux. Comment se passe la collaboration entre les organisations de la société civile et la CENI? Il faut se féliciter de l'implication des organisations de la société civile dans
non seulement les préparatifs de ces élections locales, mais aussi dans la mise en œuvre des opérations qui sont menées sur le terrain par la CENI. Dans ce cadre, nous avons eu quand même à contractualiser près de 80 ONG qui évoluent sur le terrain, qui nous aident en matière de sensibilisation des citoyens. Et cette sensibilisation touchait à des aspects extrêmement importants de notre processus, à savoir la distribution des cartes d'électeurs, à savoir le scrutin apaisé, l'acceptation des résultats et notamment l'accompagnement de la CENI dans le post-électoral afin que nous puissions avoir un scrutin qui puisse faire école dans notre sous-région. Il faut se féliciter que ces organisations de la société civile, je parlerai du CNOX, du Balai citoyen et autres, au-delà de cette sensibilisation, font le monitoring de certaines opérations de la CENI sur le terrain, nous remontent des informations, nous donnent des conseils et nous envoient vers des pistes de solutions à certaines des préoccupations des citoyens sur le terrain. Donc, cette synergie d'action entre ces ONG, la CENI, c'est tout ceci qui a contribué à qualifier le processus électoral en cours et nous nous en félicitons et nous pensons que ceci va continuer de manière à ce que les scrutins à venir puissent être de qualité au bénéfice de Merci Pati Dieng, merci Madame Camara. Malheureusement, nous sommes pris par le temps, mais très certainement d'ici la fin de la journée ou même dans la seconde moitié de cette grande émission consacrée à cette journée électorale, vous pourrez bien sûr revenir dans cette émission. Merci. À présent, nous allons partir avec Oumou Touré. Et oui, Hassan Hilal Silla, on poursuit donc notre programme sur cette journée électorale. Vous le savez, les acteurs se sont impliqués pour des élections crédibles, libres et apaisées, avec notamment l'apport des organisations de la société civile. Quelques membres sont avec nous à l'instant sur ce plateau. Vous les voyez déjà installés ici. Nous avons Dansa Kourouma, président du CNOX, Conseil national des organisations de la société civile, Djamila Nene Kali Diallo, présidente de l'ONG Guinée Nouvelle. C'est ça, madame? Non, une rectification, je ne suis pas Diallo, je suis plutôt Camara. Ah, pardon, désolé. Donc, Djamila Nene Kali Camara, présidente de l'ONG Guinée Nouvelle. Mohamed Sankon, qui nous vient de Kaloum, et Francis Collier, qui nous vient de Dixine aussi, c'est ça? Voilà, mais bonsoir, monsieur, merci d'être avec nous. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Alors, je vais commencer par madame, s'il vous plaît. Je ne suis pas féministe, mais bon, j'aimerais bien commencer par elle. C'est la courtoisie. Alors, madame, dites-nous, qu'est-ce que votre ONG a vraiment fait pour la réussite de ces élections? Bon, d'abord, nous sommes une ONG de sensibilisation. Nous allons à la rencontre des citoyens pour les sensibiliser à la paix, à la tranquillité, à la citoyenneté civique. Notre rôle est l'apaisement. Nous sommes en période électorale, mais avant donc d'apaiser, il va falloir qu'on dise aux citoyens, principalement aux personnes qui vont voter, quels sont donc leurs droits, qu'est-ce qu'il faut faire une fois arrivés dans les bureaux de vote. Nous incitons donc les citoyens, tout d'abord, depuis le début de notre mission, à aller retirer leur carte d'électeur. C'est très important de manifester donc son vote, de manifester son choix par un candidat. Donc d'abord, nous leur demandons d'aller retirer leur carte d'électeur et après leur carte d'électeur, le procédé, comment voter, le processus de vote. Nous leur apprenons tout ça, nous leur donnons les explications en français et en langue nationale. Ensuite, après le scrutin, il y a une sensibilisation post-électorale qui s'ensuit. C'est-à-dire qu'une fois que les résultats ont été donc délivrés par la CENI, il va falloir que le peuple connaît, accepte donc ces résultats-là. Un citoyen n'a pas le droit de manifester parce que son candidat, par exemple, ou ses candidats, nous sommes en période aux élections communales, parce que ces candidats donc n'ont pas été élus. C'est aux partis politiques. C'est à eux que revient ce rôle-là. Quand éventuellement il y a quelque chose qui ne va pas, de saisir donc les instances compétentes et de manifester ce qui ne va pas à leur niveau. Mais il ne revient en aucun cas aux citoyens que nous sommes de protester par la violence, par exemple. Donc jusque-là, notre mission a commencé il y a déjà 2 semaines de cela.
Nous sommes en partenariat avec la CENI. Et mon ONG notamment est chargée de la sensibilisation pour la région, par exemple, du Dubrika. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, beaucoup d'actions sont menées par votre ONG de ce côté-là. De ce côté, uniquement à Dubrika. Les autres ONG ont été déployées dans d'autres zones urbaines, dans d'autres sous-préfectures. Et à l'heure où je vous parle, à moins qu'il y ait eu des incidents entre-temps, pour ceux qui, en tout cas, de la région de Dubrika, il y a d'ailleurs nos techniciens qui en viennent, il n'y a rien qui s'est passé à Dubrika. Voilà, les choses sont plutôt... tout est correct là-bas. Alors, voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Monsieur Dansa Kourma, je reviens à vous. Vraiment concrètement, qu'est-ce que la société civile a fait cette année pour réussir ces élections? D'abord, c'est une élection particulière parce que c'est une élection de proximité et à travers une certaine autonomie conférée par les différentes circonscriptions électorales qui sont administrées par des commissions électorales locales qui jouent le rôle essentiel dans la préparation de ces élections. Et l'action de la société civile, en tout cas ma structure, est principal partenaire de la CENI dans le cadre de l'accompagnement du processus électoral. D'abord, dans un premier temps, nous travaillons dans le cadre de la veille citoyenne. Vous savez, quand c'est une élection, l'acteur clé de l'élection, c'est l'électeur. Il faut que l'électeur soit préparé à comprendre les enjeux des élections, à comprendre la nécessité pour lui de s'acquitter de l'obligation. Donc c'est de la mobilisation sociale que nous faisons et pour qu'il y ait plus d'intérêt pour le scrutin. Et deuxièmement, nous veillons à ce que les dispositions du code électoral soient respectées et par l'OGE, par ses démembrements et par toutes les parties prenantes du processus. Donc nous monitorons les actes posés par rapport aux élections et nous analysons leur conformité avec les dispositions du code électoral. Et troisième chose que nous faisons, à travers nos démembrements qui sont dans toutes les communes rurales de la Guinée et dans toutes les communes urbaines du pays, nous veillons à ce que la société civile accompagne la CENI en matière de formation des agents des bureaux de vote, au sein desquels nous avons plusieurs volontaires qui travaillent au compte de la société civile. Nous les aidons dans la distribution des cartes d'électeurs et nous veillons à ce que les électeurs rentrent effectivement en possession des cartes pour éviter le stockage de cartes, des stocks parfois volumineux de cartes avant le scrutin, qui sont des indices essentiels qui peuvent attirer l'attention vers une fraude. Aujourd'hui, le travail qu'on a fait en 4e lieu, c'est l'organisation d'une caravane hier, une journée sans campagne, pour mobiliser les leaders, les candidats des différentes communes de Conakry à marcher en faveur de l'acceptation des résultats, en faveur de la paix. Et pour que on sait déjà que la société civile s'implique beaucoup dans le processus électoral. Aujourd'hui, si vous permettez, nous avons une unité commune d'observation des élections sur toute l'étendue du territoire national que nous avons appelé le regard citoyen, qui est composé de 14 organisations de la société civile qui ont déployé des observateurs et nous avons 3000 observateurs sur le terrain et plus de 400 équipes d'encadrement. 3000 observateurs, c'est déjà une avancée. Donc, Monsieur Kourma, nous allons tout de suite revenir à vous en attendant de passer la parole à Monsieur Francis Collier qui était du côté de Dixine. Voilà, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez retenu de ce côté-là? Est-ce que tout s'est bien passé? Il n'y a pas eu d'incident? Comment est-ce que les gens sont venus voter? Merci beaucoup. Il faut dire vrai qu'à Dixine, avec le découpage qu'il y a eu, il y a vraiment, les bureaux de vote ne sont pas distants l'un et l'autre. C'est ce qui fait que ce matin, les gens sont venus et vous ne pouvez pas sentir un long fil d'attente. Donc les gens venaient et ils votaient. Parce qu'il faut noter que les 22 quartiers de Dixine, là, il y a, disons, 128 352 électeurs qui sont allés ce matin voter pour leur candidat. Et les gens sont venus et ils ont voté. Il n'y a pas eu vraiment d'incident
qu'on pourrait dire, les forces de l'ordre étaient déployées un peu partout pour la sécurité. Pour la sécurité, vraiment, des personnes qui venaient pour voter. Et donc, il faut dire que la journée, on a constaté que c'était comme si les gens étaient en pause. Et il y a certains leaders, candidats, qui disaient, bon, certainement, il y a des gens qui sont en train de faire d'autres activités. Certainement, c'est dans l'après-midi qu'ils viendront pour pouvoir voter. Mais il faut dire qu'il n'y a vraiment pas un long fil d'attente. Et de l'autre côté, un autre candidat qu'on a accompagné pendant qu'il votait, il disait que il y a certains bureaux de vote qui avaient été déplacés sans que les gens ne soient informés. Mais après, ils ont compris que c'était juste un décès à côté, donc on ne pouvait pas voter là. Merci Seulement, beaucoup. l'information n'est pas venue à temps. D'accord. Mohamed Sanko, on vient à vous. Est-ce que c'était la même chose du côté de Kaloum? Oui, Oumou, c'était la même chose, mais il y a une particularité à Kaloum, c'est que la CECI a choisi des grands endroits où beaucoup de bureaux de vote ont été installés. Il y a l'école d'instituteurs de Temenataï, Federico Mayor, Toussaint, et puis l'école, le collège de Boulbini. Donc tout s'est passé dans les règles de l'art. Les électeurs étaient venus très tôt, ils ont voté sans aucun incident majeur. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Les candidats sont venus. En fait, on sentait une certaine fraternité entre les différents candidats qui étaient hier sur le terrain de la campagne, qui disaient certains mots qui n'étaient pas vraiment gentils, mais aujourd'hui, c'était la fraternité. Voilà, qui se une passait très certaine bien. maturité politique qui s'installe dans notre pays. Alors, vraiment, merci à vous d'être passé sur ce plateau. On me fait signe de l'autre côté qu'il est l'heure. Il faut libérer l'antenne pour le journal télévisé de 17h. Donc, je rappelle que nous avons reçu Dansa Kourma, président du Conseil national des organisations de la société civile, Djamila Nene Kali Kamara, présidente de l'ONG Guinée Nouvelle, Mohamed Sanko, journaliste ici à la RTG, mais vous avez parlé en tant qu'observateur de la société civile, et également à Francis Collier aussi, qui était là en tant qu'observateur de la société civile. Merci à vous, messieurs. Merci. Alors, et là? Et voilà, mesdames et messieurs, Oumou Touré, je t'en prie, viens me rejoindre pour que nous puissions terminer cette grande journée électorale. Je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez parlé. C'était des entretiens alléchants et ça a été une réussite vraiment pour la technique. À présent, c'est la fin de cette émission spéciale consacrée aux élections communales en République de Guinée. Disons la première grande partie. Nous avons parlé des enjeux de ces élections avec nos invités, mais aussi des reportages qui ont ponctué cette émission. Oumou Touré, avec quelques représentants des partis politiques, mais aussi candidats indépendants, nous avons passé en revue les préparatifs au sein des QG, mais aussi la sensibilisation des électeurs à l'acceptation des résultats du vote. Et nos correspondants également. Bien sûr, nos correspondants. Nous sommes vraiment désolés, on n'a pas pu tous les avoir, mais ça va aller. Et voilà, avec nos correspondants qui sont à l'intérieur du pays, on les remercie également pour tout l'effort qu'ils ont essayé de consentir pour que nous puissions faire le direct. Malheureusement, on n'a pas pu prendre tout le monde, mais ce n'est que partie remise. Il me plaira d'inviter, et non plutôt de remercier la Commission électorale nationale indépendante qui nous a vraiment aidés du côté technique pour que nous puissions installer ce plateau. Remercier la direction générale, remercier tous les techniciens qui nous ont accompagnés pour que cette prouesse technique puisse être vraiment une réussite. Oumou Touré. Je les remercie tous aussi, ils ont vraiment fait du bon boulot, c'était géant. Merci à tout le monde et on rappelle qu'il ne reste plus qu'à vous remercier aussi de votre fidélité. N'oubliez pas la deuxième partie de cette journée électorale, c'est à 22 h avec le duo Alia Kamara, Mafaren Kamara. Et voilà, merci et à tout de suite.